Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. Le Québec cesse de recruter des infirmières en Afrique pour des raisons éthiques. Le vaste lancement de son programme de recrutement, on se le rappelle, avait suscité vague d'indignation. Par exemple, l'an dernier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dressé une liste de 55 pays qui ont les problèmes les plus graves en matière de personnel de santé à l'effet d'alerter les nations occidentales et leur demander justement de protéger les systèmes de santé vulnérables. On débriefe maintenant dans le Grand Talk qui démarre tout de suite. C'est la dernière de la semaine et nous sommes très heureuses. Enfin, très heureux puisque bon, quand les hommes sont là, je n'existe pas. C'est une injustice, mais anyway. Nous sommes donc très heureux d'être en votre compagnie ce soir encore une fois. Barry, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle. Marius Komwe, bonsoir. Une injustice acceptable. Bonsoir Christelle. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, Merci. Avant de parler justement de la question du Québec et de, on va dire, l'immigration professionnelle, interrogeons-nous un peu sur ce qui se passe au niveau de quoi la Ligue professionnelle de football. Dans une note circulaire adressée au président de clubs de Ligue 1 et 2, la Fédération ivoirienne de football a décidé de reporter les rencontres de la 3e journée impliquant l'Africa Sport et l'ISCA. On sait bien ce qui s'est passé justement concernant ces deux clubs. Est-ce que la raison de ce report a-t-il des liens, Herman Aboua, avec tout ce qu'on a vécu? Réaction? Ben, moi, je pense qu'il peut y avoir des liens, puisque les raisons évoquées, c'était pour des raisons administratives. Je crois que la FIF, pour organiser la nouvelle saison, a programmé les différents matchs de la première, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Au départ, les premières programmations, effectivement, sur la liste des clubs qui étaient retenus, il y avait l'Africa Sport. Maintenant, dans une deuxième programmation, après tout ce qui s'est passé avec le TAS, tout cela, il y a eu un deuxième report, une deuxième programmation dans laquelle il y avait ISCA qui avait remplacé l'Africa Sport. Mais aujourd'hui, il se trouve que l'Africa Sport, pour commencer, puisque pour la Ligue, l'Africa Sport, pour la FIFA, l'Africa Sport en D2, la FIFA avait programmé déjà fait la programmation des rencontres de l'Africa Sport. Donc l'Africa Sport devait jouer. Mais finalement, à quelques jours de la tenue de ce match-là, la FIFA a estimé par la voie de la Ligue professionnelle que pour des raisons administratives, les deux clubs, ISCA en Ligue 1 et Africa en Ligue 2, leur rencontre est... Mais est-ce que justement dans le contenu de ces raisons administratives, quelles sont-elles? On peut comprendre. Aujourd'hui, l'ISCA a un véritable challenge avec la licence CAF pour pouvoir jouer la Ligue 1. Très bien. Cette licence CAF qui avait été déjà accordée à l'Africa Sport lorsque l'Assemblée générale de la FIF avait entériné sa montée en Ligue 1. L'Africa Sport aujourd'hui, la FIF souhaite que l'Africa Sport commence la compétition en Ligue 2. Or, l'Africa Sport, puisqu'elle a fait des requêtes, l'Africa Sport cette équipe a fait des requêtes, demande à ce que de mieux voir clair avant de savoir sa position dans laquelle alors, les ligues jouent. Justement, Barry, avec vous, assurément, on aura également d'autres éléments de réponse. Mais l'Africa est censé redescendre, censé être en Ligue 2 puisque programmé. Quel type de document administratif pourrait faire en sorte qu'un match soit ajourné, par exemple, Barry? Bon, pour moi, c'est la raison. Le document administratif peut coller en ce qui concerne le cas de ISCA. Puisque là, ça vient d'une licence CAF. Donc, ce qui veut dire que ça ne dépend pas forcément de la fédération. Mais au niveau de l'Africa Sport, sincèrement, je pense que les raisons évoquées, c'est des raisons de communication politique, pas politique politicienne, mais politique en termes de management. Et à mon sens, il y a un flou total autour de cette situation. Parce que je peux comprendre que ISCA ait des problèmes de licence CAF. Maintenant, quand on a acté que l'Africa devait descendre, dans le cas de l'Africa, je ne vois pas quelle pièce manquerait pour que l'Africa ne joue pas ses matchs. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un problème. Lequel? Le problème, c'est lequel? Herman l'a évoqué tout à l'heure. Il y a eu un championnat.
Au bout du processus, l'Africa Sport a été déclaré vainqueur. Ils ont gagné sur le terrain. Il y a eu un litige que le TAS a géré concernant une rencontre qui avait été rejouée. Celle de l'ISCA. Celle de ISCA. Ouais. Et il s'avère qu'au bout du processus, on a ISCA qui a vu son match validé, celui qui avait été annulé. Donc, du coup, ISCA est censé monter en Ligue 1, alors que l'Africa était déjà acté comme club de Ligue 1. Et au niveau de l'Africa, il y a eu des dépenses. Naturellement, la direction s'est mise dans une posture d'un club de Ligue 1. Ils ont effectué des dépenses. Ils se sont planifiés. Ils sont planifiés pour jouer la Ligue 1. Et le coût de grâce tombe, on demande aux dirigeants de l'Africa d'aller en Ligue 2. Moi, je pense qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, à mon sens, la FIF devait permettre à l'Africa de jouer en Ligue 1. Pourquoi? Parce que l'Africa est dans une dynamique de mobilisation de foule. Moi qui suis supporter de la SEC, peut-être que c'est un propos que les gens n'entendraient pas, mais j'aime les défis. Je veux que l'Africa revienne en Ligue 1 parce qu'il nous impose un défi, il mobilise. Ça va pousser les mimosas à retourner au stade. Parce que la SEC, quand elle joue, il y a quand même... Oui, mais en même temps, est-ce que le problème n'est pas parti justement de cette demande ou de ce courrier fait par l'Africa Sport au TAS qui a compliqué un peu la situation? Et ensuite, si l'Africa n'est pas dans le championnat Ligue 1, est-ce que les foules ne devraient quand même pas suivre les équipes présentes? Non, mais je veux dire que le TAS a pris une décision. La FIF est celle qui vit au quotidien le championnat ivoirien. Les dirigeants du TAS, ils sont à Genève ou en tout cas, ils sont en Suisse. Donc, quand vous ne vivez pas, il faut éviter de vivre dans une bulle. Il y a la réalité du moment. Et cette réalité-là doit vous inspirer à prendre les décisions qui s'imposent. De la stratégie, oui. Voilà. Il faut viser la portée stratégique de la décision. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Africa retournant en Ligue 2, ça arrange la compétition? Je pense que non. Parce que pour moi, c'est un club historique et c'est un club avec une fan-base très importante. Et quand on a vu l'engouement que la Coupe d'Afrique des Nations a suscité, à mon avis, il aurait été plus stratégique de permettre à l'Africa et à un autre club de Ligue 2, je ne sais plus lequel, de monter pour qu'on passe à 16 clubs. On parle de Yamoussoukro, c'est ça? À 18 clubs. Voilà, à 18 clubs. Quitte à la FIF après de décider que pour ce championnat exceptionnel-là, on va reléguer 4 équipes l'année prochaine. C'est une décision qu'ils peuvent prendre. Benjerville, pardon, j'ai dit Yamoussoukro, c'est Benjerville. OK. Permettre à Benjerville de monter. Ça va rendre le championnat plus attractif. Les mimosas, l'Africa nous manque en Ligue 1. Merci Barry. Marius Komoroé, alors on a toute cette dimension-là, mais en même temps, la décision de la FIF est tombée. L'Africa a écrit au TAS, on a vu un peu le nom qui est arrivé justement de la part du TAS aujourd'hui. Le fait qu'il y ait cet état, on a comme un froid au niveau du football, alors que c'est quand même un dernier rempart lorsqu'il y a... Pour les peuples, lorsqu'il y a le stress, lorsqu'on est fatigué, le football permet en tout cas de pouvoir trouver la joie de vivre. Est-ce que vous pensez que cela aura un impact justement sur le championnat national? Ah, bien évidemment. On sent déjà les prémixes. On sent déjà les prémixes avec les vouvoiements, les tournements du comité exécutif et de la ligue professionnelle. Et les raisons avancées, justement? À dire vrai, le football, c'est un jeu. Sa gestion doit en tenir compte. Son administration doit en tenir compte. La FIF administre le football ivoirien dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, qui est un adepte du football. Et cela a été démontré lors de la CAN. L'Africa n'est pas advenue en Ligue 1 comme par hasard. C'est sur le terrain, à travers un football pratiqué, que l'Africa s'est retrouvée en Ligue 1. Mieux, la montée de l'Africa en Ligue 1 a été actée par une assemblée générale. Parce que nous, on est dans la société civile. Et les questions des décisions, les résolutions d'une assemblée générale. D'ailleurs, si vous vous en tenez compte, si vous vous rappelez, le TAS ne s'est même pas un tant soit peu appesanti sur les décisions d'une assemblée générale. Ils ont laissé libre cours à la fédération. Parce que le TAS sait très bien, aucun magistrat, aucune institution judiciaire, même en Côte d'Ivoire, ne légifère sur des décisions prises par une assemblée générale. Elle est souveraine. Elle est souveraine. Tout à fait. Donc si l'assemblée générale de la FIF a décidé, a acté
la montée de l'Africa en Ligue 2, en Ligue 1, nous ne comprenons pas par quelle alchimie, par quelle magie un comité restreint se réunit. Mais en même temps, la décision fait loi. L'Africa doit redescendre en Ligue 2. Mais l'Africa n'a même pas à redescendre. Non, mais parce que nous ne nous l'expliquons pas. La preuve, l'affaire n'est même pas encore achevée, croyez-moi. L'affaire est encore pendante devant le TAS. La saisine de l'Africa n'est pas encore... Non, ce n'est pas fini. Parce que les gens pensent que la première décision rendue par le TAS donc donne raison à l'action menée par la FIFA. Non. En tout cas, c'est ce qu'on semblait voir dans le courrier. Non. Okay. C'est maintenant que la décision même, c'est maintenant que le TAS va rentrer dans le fond du sujet et vider son délibéré. Donc, on est suspendu. L'Africa, surtout les dirigeants de l'Africa sont suspendus à la décision du TAS. Rien n'est encore joué. Au-delà de tout, Herman, on a besoin quand même de sérénité et de paix, justement, au niveau du football ivoirien. Que l'Africa soit en Ligue 1 ou pas, en fonction de la décision des responsables de la fédération. Barry l'a dit, c'est des investissements colossaux, parce que quand on a annoncé que l'Africa montait en Ligue 1, mais l'Africa a recruté des techniciens. Donc, une nouvelle équipe technique, l'Africa a également recruté de nouveaux joueurs. Mais le recrutement des joueurs, le recrutement des techniciens, d'entraîneurs, il y a des investissements. Oui. Mais il y a eu des investissements. Il fallait donc peut-être encore signer des conventions, pour ne pas dire des contrats, avec des équipementiers. Mais c'est tout ça que la FIFA devrait pouvoir revoir. Mais en même temps, la FIFA a déjà décidé, on ne va pas revenir là-dessus, la FIFA a déjà décidé que l'Africa devrait redescendre, Herman. Oui. Comment, dans tous les cas, recréer l'engouement au niveau donc de la Ligue 1 pour les matchs à venir? Et ce sera quoi la vision de sortie pour l'Africa? Généralement, sur ce plateau, c'est moi qui suis le plus à charger la FIFA. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Pourquoi? C'est quand même la fêtière. Tout à fait. Elle peut, par moments, faire des erreurs. Moi, ce que je dis au-delà de ça, je pense bien qu'aujourd'hui, quand même, la FIFA, quand elle regarde, parce qu'à la veille même des matchs programmés de l'Africa Sport, pendant que l'Africa n'est pas concernée avec les documents administratifs, les gens évoquent des raisons administratives. C'est parce que la FIFA sait consciemment qu'il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, il y a véritablement un malaise qui se crée autour du football en Côte d'Ivoire et autres. Je ne crois pas que la FIFA n'en soit pas consciente. Ce que moi, je pense que les dirigeants de l'Africa Sport doivent faire aujourd'hui. On va y répondre rapidement. C'est vrai qu'on a fait des requêtes au niveau des institutions qu'il faut pour régler l'affaire, mais il faudrait que Kyo parte discuter avec le président de la fêtière, qu'il puisse aller même rencontrer les autres présidents de clubs. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'AG de la FIFA qui est souveraine. C'est cette même AG-là qui a décidé que l'Africa Sport soit en Ligue 1. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que les présidents de clubs qui ont décidé cela puissent rester sur... Mais ça, je veux dire que par des relations publiques auprès de ceux-là, mais il ne faudrait pas que le président reste dans son bureau de verre. Il faudrait pouvoir aller vers les autres. Les animateurs, les acteurs du football. On les connaît. Roger Oyen, il peut discuter. Merci Herman. Voilà. C'est un peu... Mais on n'en sait rien. Il y a ce qui se passe et puis il y a ce qui se passe dans le back-office. Ça, on n'en sait pas, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, on appelle à la sérénité, à la paix donc, au niveau et à la tranquillité au niveau donc, de tout ce qui se passe dans la Ligue professionnelle. Messieurs, revenons sur le sujet dont je parlais à l'entame de ce temps d'antenne, que le Québec avait cessé de recruter des infirmières en Afrique pour des raisons éthiques. Alors, je reprends pour dire que son programme de recrutement, on va dire, de personnel infirmier en 2022 avait suscité une vague d'indignation. Écoutez, le Cameroun, par exemple, compte 1,9 infirmières pour 10 000 habitants, alors que le Québec en compte une centaine. Marius Komoé, votre réaction vis-à-vis de cette nouvelle décision que le gouvernement québécois prend? C'est une décision qui surprend plus d'un, étant entendu que beaucoup des nôtres, aujourd'hui, tentent l'aventure de l'immigration dans la perspective d'aller à la connaissance du savoir, à acquérir le savoir, et en allant côtoyer justement les pays développés, la technologie qui est offerte, les conditions, y compris les rémunérations, les salaires. Le plateau technique et tout ça? Le plateau technique, surtout dans le système sanitaire, est plus alléchant que sous nos cieux. C'est évident. Et d'ailleurs, c'est le vieillissement de la population québécoise, que dis-je, canadienne,
a obligé donc le gouvernement canadien à ouvrir cette porte, à donner cette possibilité à une multitude de pays à faire venir justement des infirmiers et autres. Et les pays qui sont les plus grands bénéficiaires sont, même quand vous prenez la Grande-Bretagne, je vais dire le Royaume-Uni plus précisément, mais le Royaume-Uni avait lancé aussi une telle initiative. À une certaine époque, on revient sur le Québec. Oui, je reviendrai. Le Ghana, beaucoup de leurs colonies, les anciennes colonies, le Ghana, le Nigeria et le Kenya en avaient bénéficié. Mais au niveau du Canada, mais la Côte d'Ivoire a même beaucoup de ces cadres et autres techniciens du monde sanitaire qui se sont retrouvés au Canada, au Québec justement pour prêter leurs compétences. Bon, alors aujourd'hui, on nous annonce que bon, c'est plus possible, sauf la Tunisie. Bon, on se demande pourquoi nos gouvernants n'ont pas véritablement permis à nos États de pouvoir faire partie, je vais dire nos experts, nos techniciens, en vue de se former et d'acquérir plus de connaissances et revenir demain servir le pays. Mais en même temps, Herman, quand on vous dit qu'au Cameroun, 1,9, par exemple, infirmières pour 10 000 habitants, donc à la limite, le Québec vous dit, restez chez vous, occupez-vous de vos populations, ne venez plus, parce qu'ils sont critiqués pour leurs mesures. Mais en réalité, c'est vrai que le gouvernement, le Québec prend la décision, mais c'est une volonté de ces pays-là même, de ces pays qui voient leur personnel du système sanitaire parti. Il faudrait qu'on arrive. Vous regardez, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis 2015, 2013 jusqu'à 2018, les destinations préférées des Ivoiriens. La première destination, c'est la France, 22%. Après vient les États-Unis, 20%. Ensuite, le Canada, 12%. Essentiellement, les 12% pour le Canada, c'est le personnel de santé. Mais vous savez, actuellement, au Canada, des politiques d'immigration visent essentiellement les meilleurs. Et autres. Ça, ils le font. Mais au niveau du Québec, par exemple, vous avez donné des chiffres, il faudrait qu'on reste là-dessus. Il y a, par exemple, au Québec, pour 10 000 habitants, il y a 100... Au Cameroun? Non, je parle de Québec, OK. Il y a au moins 100 médecins. Mais chez nous, ici, on a moins de 2 médecins pour le même nombre de patients. Et les populations ont une pression. Moi, je me souviens bien qu'en 2023, le ministre de la Santé, justement, je vais interroger Barry là-dessus, avait insisté pour qu'on lui envoie l'effectif des personnes du système de santé en Côte d'Ivoire qui puissent partir. Donc, c'est cette pression des pays qui voient leur saigner en termes au niveau du système de santé qui demandent au Québec. Donc, c'est une justice. Pourquoi le Québec dit c'est pour des raisons d'éthique. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas commencer. C'est vrai qu'ils ont toujours le besoin. Aujourd'hui, au Québec, ils ont besoin de 235 mais ils ne peuvent pas continuer à accueillir médecins, les autres. Par exemple, pour pouvoir combler leur vide. Ils veulent se tourner vers la Tunisie et certains pays du Golfe et autres. Parce que là-bas, en plus ils ont une bonne capacité. Il y a un personnel en termes sanitaires qui existe. Donc, c'est pour régler cela. C'est vrai que ça peut faire mal, mais je pense bien que le Canada, le Québec surtout, voit cet aspect-là qui crée des problèmes. Alors, Barry, justement, ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, Pierre Dimba, avait fait donc une note. C'était le 16 février dernier. Il indiquait que l'attention de ces services a été attirée par une très forte immigration des agents de santé ivoiriens vers les pays du Nord. Et il a donc demandé à ce que, déjà notre nation souffre de pas mal de besoins, surtout en personnel de santé, il fallait annoncer des mesures idoines en vue d'assurer la fidélisation des professionnels de santé et de garantir la résilience du système de santé pour le maintien des compétences. Barry, réaction. Bon, le ministre, je l'entends bien, mais je veux qu'on soit un peu plus regardant. C'est-à-dire? Le Canada... Pardon, le Québec. Le Québec, oui. C'est une décision que les autorités prennent en connaissance de cause. Nos États en Afrique, on connaît nos réalités. On sait très bien que ceux qui vont au Canada, ils vont à cause du traitement salarial et du niveau de vie. Oui, Marius en a parlé tout à l'heure. Justement, tant que le personnel de santé, le personnel du système éducatif, le personnel du système économique dans nos États sentira qu'il y a meilleure opportunité ailleurs, les gens partiront. Déjà en Côte d'Ivoire, 10 000 ou 15 000 Ivoiriens immigrent chaque année. Hein. Justement,
il y a le cadre de vie, comme je l'ai dit, et puis il y a la représentation qu'on a d'exercer dans ces pays-là, où le plateau technique est OK, où vous avez vos conditions de vie, vous partez au travail sans stress, en griffe. Donc, aujourd'hui, dans nos ici, on part au travail avec le stress. Non, mais je veux dire que vous partez, moi je ne prends même pas Abidjan, allez-y à l'intérieur, allez-y dans les CHR. Combien de fois les gens travaillent, malgré toutes les réformes, malgré tous les CHR qui ont été construits, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, un État, son principe premier, c'est quoi? C'est d'assurer un meilleur cadre de vie à ses populations. Et qui parle d'assurer un meilleur cadre de vie à ces populations, c'est certains secteurs de l'administration. On va parler de l'enseignement supérieur tout à l'heure, mais je vais prendre un seul exemple. Prenez les étudiants qui sont formés à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Combien exercent dans l'administration publique? Vous pensez qu'il n'y en a pas assez? On n'a pas les chiffres, mais... Je n'ai pas les chiffres, mais prenez dans vos entourages, ça peut être des échantillons. Qu'il n'y ait pas d'étudiants, enfin, qu'il n'y ait pas de nombreuses personnes qui sortent de ces écoles-là? Justement, parce que c'est une école d'élite. Donc, les gens, ils ont des opportunités, alors que les universités publiques, la recherche, il n'y a pas assez de moyens. Et aujourd'hui, un diplômé de l'université Félix Houphouët-Boigny en sciences de la nature et un diplômé de l'INPHB, ils ne sont jamais traités sur le même pied d'égalité. On a déjà des prénotions qui font que dans la tête, dans la mentalité des gens, celui de l'INP est meilleur que celui de l'université. Alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas vérifié. Il y a des étudiants qui sont super brillants, mais ils souffrent d'une étiquette, celle qui veut que l'université ne forme pas bien, il y a des grèves, il y a ceci, il y a cela. Alors qu'en réalité, on ne peut pas le vérifier tant qu'on ne les met pas. On ne les met pas sur le même pied d'égalité. Très bien. Marius Komoé. Malgré ce système éducatif, je vais dire supérieur, au niveau supérieur, qui permet justement à nos médecins d'être mieux formés et de venir servir les populations, mais lorsqu'ils finissent même les études avec un doctorat, on a vu des grèves ici de médecins qu'on a dû renvoyer et arrêter comme des bons à rien. Cela ne peut pas encourager un jeune Ivoirien qui est médecin de ne pas saisir une telle opportunité qui lui est offerte. En même temps, aujourd'hui, le Québec vous dit merci beaucoup, restez chez vous. Oui, on le dit comme ça, mais toujours est-il que les gens trouveront les voies et moyens pour pouvoir naturellement rallier le Québec. Ce qui est rassurant, justement, c'est que quand le ministre, par exemple, nous dit qu'il trouvera des mesures idoines, Herman, pour assurer la fidélisation des professionnels de santé et garantir la résilience du système par le maintien des compétences. Est-ce que ce n'est pas rassurant, justement, pour les moments à venir? Oui, mais moi, je pense que déjà, au niveau des médecins aussi, en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de plaintes avant au niveau de leur salaire. Je crois que ça a été amélioré. C'est vrai qu'il y a des efforts. Je pense bien qu'il y a des améliorations qui sont faites. Des efforts qui ont été faits. Des efforts qui sont faits, et je pense que c'est dans ce sens que le ministre Demba le disait. Mais le Canada, le Québec dit c'est pour ne pas exposer les populations locales à des risques sanitaires. À côté des risques de voir leur saigner en termes sanitaires, il y a aussi le coût élevé de la formation dont se plaint, qui est à la charge des pays qui se plaignent. Parce que finalement, les infirmiers, qui les forment? C'est l'État du Côte d'Ivoire, c'est l'État du Cameroun, c'est les Marocains. Mais finalement, quand ils sont finis d'être formés, ils ont de l'expérience et un autre pays les récupère. Mais le coût de la formation, nous on prend en charge, finalement, ça ne nous sert pas. Moi, je pense que la décision du Québec, ce n'est pas une décision qui est prise au niveau de tout le Canada. Et puis, ce n'est pas dans tous les secteurs. Aujourd'hui encore, au niveau de l'immigration, le secteur de l'éducation et autres, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en vont, qui continuent de migrer et qui trouvent du travail à faire parce qu'il y a un déficit. Je pense que la mesure du Québec, c'est une mesure... Elle est salutaire. Elle n'est pas salutaire forcément pour certains, mais elle est juste. Mettent-elles les pays africains en face de leurs responsabilités à l'effet de développer des stratégies de maintien des ressources et surtout, comme l'a dit le ministre Pierre Demba, justement des stratégies pour fidéliser et renforcer le personnel de santé par le maintien des compétences? Je ne sais pas s'ils ont décidé de partir ou d'immigrer, mais en tout cas, eux, ils veulent travailler en Côte d'Ivoire. Il s'agit justement de la fédération des collectifs, des docteurs en attente de recrutement. Voilà, ils ne sont pas concernés par le problème du Québec.
Ils veulent simplement travailler en Côte d'Ivoire. Et nous allons parler avec deux porte-paroles. Le docteur Desailly Eliezer Ba, qui est géographe, et le docteur Kwame Konan Joël, nutritionniste. Avec eux, on parlera donc de l'état des lieux de leur fédération, qu'est-ce qui s'y passe, et puis les conclusions des échanges avec le ministre de l'Enseignement supérieur, parce qu'il y a eu donc discussion. Je rappelle, si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous êtes sur le Grand Talk et nous apprêtons à prendre langue avec la Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement, FECODARCI. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous également. Alors, tout à l'heure, je le disais, je ne sais pas si vous allez vouloir... si le projet du Québec faisait partie de vos attentes, mais en tout cas, pour l'instant, c'est fermé. Mais vous restez en Côte d'Ivoire. Plus sérieusement, présentez-nous d'abord votre fédération. Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement. De Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, oui. Merci beaucoup. Allez-y. Voilà, donc en réalité, c'est une fêtière qui regroupe l'ensemble des différents collectifs de docteurs en attente de recrutement. Nous avons décidé d'utiliser le terme « entente de recrutement » pour donner un sens attente de recrutement, pour donner un sens positif à l'action, à la démarche qu'on mène. Et donc, avant, c'était le collectif des docteurs non recrutés. Ah, très bien. Vous avez changé un peu... On a changé le langage, très bien. De langage. On a fédéré l'ensemble des collectifs de sorte à avoir une seule voix et aller faire le plaidoyer auprès donc, du ministère et du président de la République. Vous comptez combien d'adhérents dans votre collectif? Alors, sur notre plateforme WhatsApp, nous sommes à 1027 membres. Mais vous n'avez pas, à part la plateforme WhatsApp, vous avez d'autres moyens de pouvoir faire le... Exactement. En dehors de cela, nous avons mis en place un logiciel qui nous permet donc de faire le recensement de l'ensemble des docteurs. Et sur cette plateforme, nous sommes à 2150. 2150, oui. Très bien. Merci beaucoup, docteur Kwame. Barry, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais ajouter qu'à la base, la crise des docteurs, on nous parle de la crise de 3000 docteurs déjà. 3000 docteurs. 3000 docteurs. Et donc, dernièrement, on a eu un recensement des docteurs à la mi, on va dire, à la mi 2024. Février-mars. Voilà, on était autour de 2300 docteurs. 2375 pour être beaucoup plus précis. 2300, donc, finalement, quel est le chiffre que nous devons considérer? On va dire la crise des 3000 docteurs. Parce qu'après chaque concours, il y a toujours des docteurs qui finissent par soutenir. Okay. Voilà. Donc, on peut être autour de 2800 ou 3000. Mais déjà, le nom de cette crise, c'est la crise des 3000 docteurs. On part déjà sur cette base. Très bien. Et vous sollicitez, vous appelez à la clémence du chef de l'État à l'effet qu'il regarde votre dossier. Docteur Kwame, quelques détails. Alors, le vrai point, c'est que nous souffrons. Et nous souffrons et nous avons la pression, pour ne pas dire, nous sommes victimes de la manipulation de nos proches. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons par exemple nos épouses qui nous harcèlent parce qu'avec le doctorat, nous n'arrivons pas véritablement à subvenir aux besoins de la famille. Nous avons également par exemple nos géniteurs qui ont mis beaucoup d'espoir en nous. En investissant. Voilà, en investissant. Et il se trouve que chaque fin de mois, on n'arrive même pas à lever ne serait-ce que 10 000 francs pour leur donner pour tout le sacrifice qu'ils ont eu à faire pour nous. Et donc, en réalité, nous souffrons. Nous avons du mal à nous intégrer véritablement dans le tissu socio-économique. Et il se trouve qu'il y a du talent. Il y a du talent à faire valoir et qui n'est pas véritablement exploité par l'État du Côte d'Ivoire. C'est un plaidoyer que nous faisons. Nous ne sommes pas dans la confrontation. Nous voulons simplement que l'État de Côte d'Ivoire puisse utiliser l'intelligence qu'elle a mise en place afin de valoriser non seulement, comment dirais-je, le diplôme qui est le doctorat, mais surtout de permettre à ces gens-là de faire valoir la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Très bien. Herman, question? J'ai deux petites préoccupations. La première, je voudrais savoir que répondez-vous
à ceux qui estiment que certainement vous n'avez pas un point de chute après votre doctorat, peut-être parce que votre expertise n'est pas conforme aux Ivoiriens, aux besoins de l'État. Bon, ça, déjà, c'est la première question. On peut dire déjà que la première question... Allez-y, je pense. La formation déjà universitaire, quand on finit un doctorat... Vous êtes géographe. Moi, je suis géographe. Géographe, économiste. OK. Et donc, la formation, quand on termine un doctorat, la première chute, c'est d'être enseignant. Et comme je dis, le doctorat, c'est la doctrine. Donc, nous donnons un ensemble d'informations à travers tout ce qu'on a pu interroger sur les phénomènes au niveau de la société. Tout à fait. Donc, un docteur enseigne la doctrine. Mais en même temps, un docteur, à force d'interroger et trouver des solutions face aux phénomènes, le docteur est le mieux placé pour être à des coins stratégiques de l'État. Comme par exemple? Mais au niveau des organes de l'État, par exemple, au niveau de la décentralisation. On peut avoir besoin des docteurs pour impulser le développement régional. Au niveau des mairies, le docteur est important pour impulser cela. Très bien. Et donc, un docteur, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui doit être au lieu où on doit prendre des décisions, on doit analyser, parce que nous commençons d'abord le doctorat par nous poser une question, à répondre à une problématique. Voici la force du docteur. Et laisser ce stock d'intellectuels, cette richesse en train de se chercher de cette manière-là, hein, je pense que c'est quelque chose que nous perdons. Et la Côte d'Ivoire doit revoir cela et donner une certaine respectabilité au diplôme lui-même. Parce que les jeunes, lorsqu'ils regardent un docteur qui est en train de se chercher dans la société, il n'a pas un point de chute. Mais demain, est-ce qu'il peut vouloir aussi devenir docteur? Puisque c'est le sésame le plus important des diplômes. Vraiment qu'ils sont importants pour nous d'être recadrés. On reviendra, Herman, sur la deuxième question. Marius, comment est question? Nécessairement, parce que à les écouter, on a un pincement au cœur, parce que la réalité, c'est que, comme il l'a si bien dit, on instruit où les parents s'investissent dans la formation de leur progéniture, dans le secret espoir que ces derniers, justement, une fois devenus des hommes ou des femmes, une fois sortis donc du carcan, j'allais dire, de la formation universitaire, puissent demain leur venir en aide. Certains de leurs parents sont peut-être âgés, ont atteint un certain âge qui ne leur permet plus. Beaucoup d'autres parents sont à la retraite. C'est une contribution, donc, assurément. Il faut forcément que nos gouvernants, d'ailleurs, trouvent une solution à une telle situation. Parce que je vous rappelle que le journal Le Monde, en 2014, si mes souvenirs sont bons, disait que la Côte d'Ivoire comptait 5000 doctorants, 5000 docteurs qui étaient en instance donc, de recherche d'emploi. Exactement. C'est-à-dire que le besoin de la Côte d'Ivoire en 2014, c'était le besoin. Le besoin de l'État du Côte d'Ivoire était de 5000 docteurs titulaires d'un doctorat. Voilà. Et ça, nous étions déjà en 2014. Et le chiffre n'a de cesse Non, le chiffre a diminué puisqu'il parle de 3000... Non, le besoin. En fait, le besoin, très bien. Très bien. Non, chaque année... Oui, je comprends, Marius. Il n'y a pas eu de réévaluation pour voir exactement où est-ce qu'on en était. Est-ce qu'il a quadruplé ou pas? Très bien. Bon, mais quoi qu'il en soit, nous constatons qu'il y a quelque chose à faire. Et je sais, bon, on a eu déjà un séminaire sur le sujet avec le ministère de la Santé. Et je crois savoir que cette situation est au cœur des préoccupations du ministre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Barry? En fait, déjà, docteur, vous avez évoqué des adhérents autour de 2300 et quelques, je pense. Quelles sont les spécialités ou les départements qui comptent le plus grand nombre parmi vos adhérents? Je veux dire qu'à l'université de Cocody, on sait par exemple qu'il y a près de 14 facultés, 13 ou 14 facultés si ma mémoire est bonne. Quelles sont les spécialités ou quelles sont les sciences qui sont le plus touchées par le nombre de doctorants non recrutés? Parce que je sais que dans le dialogue, certainement que ça va revenir. Oui. Les sciences humaines, c'est-à-dire quand on fait allusion à le département de philosophie, par exemple, qui est vraiment impacté. L'exemple, c'est que, par exemple, le gouvernement avait lancé le recrutement pour lequel il avait décidé de recruter 15 personnes dans le département de philosophie, alors qu'il y avait environ 250. Le besoin était de 250. Voilà, 250.
Mais il n'y a eu que 15 recrutés. Il n'y a eu que 15 personnes de recruter. Il y a aussi le département des sciences, c'est-à-dire biosciences. Là aussi, ça regroupe tout un ensemble, puisqu'il y a la géologie, il y a la biologie, il y a les neurosciences, c'est tout un ensemble. Et il y a aussi les sciences géographiques. Et voilà. Donc, c'est vraiment dans ces domaines-là qu'il y a beaucoup plus de docteurs qui sont en attente de recrutement. Très bien. Voilà. Donc, nous sollicitons franchement de la part de l'État du Côte d'Ivoire beaucoup d'efforts, parce qu'il faut reconnaître que des efforts ont été fournis. Mais justement, parlons des efforts. Qu'est-ce qui a été dit justement lors de vos échanges avec le ministre Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur? Oui, c'était l'année dernière, c'est-à-dire précisément le samedi 4 février 2023. Notre ministre de tutelle s'est bien rendu compte qu'il y avait problème. Et donc, dans un premier temps, il nous avait rassuré que la crise allait prendre fin en 2024. Et nous avait demandé de prendre part aux sessions, au concours de 2023. Mais qu'il allait plaider auprès du gouvernement de sorte à ce que le stock de docteurs qui allait rester puisse être épuisé, de sorte à ce que le problème soit définitivement réglé. Et donc, c'était cette décision-là, qui avait été prise par notre... On m'a dit cette promesse. Voilà, cette promesse qui avait été prise. Et vous dites 2024, est-ce qu'il y avait un mois précis? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus particulier? Parce que 2024, on est encore en 2024. Hein? Non, le vrai problème, c'est qu'on s'est senti un peu trahi. OK. Il a fait la promesse de ne pas organiser le concours en 2024 et il a procédé par, comment dirais-je, un recensement entre février et mars 2024. Il a procédé par un recensement des docteurs. Donc, ça nous donnait beaucoup d'espoir. Donc, juste après le recensement... Vous avez participé au recensement? Oui, on a participé au recensement et ça a donné 2375 docteurs. Très bien, 2375. Sans oublier qu'il y a certains qui n'ont pas pu se faire recenser pour des raisons qu'on ignore. Et juste après ce recensement, il a lancé le concours. Et vous n'avez pas participé au concours? Si, bien sûr, on a participé au concours et sachez ceci, c'est qu'il se trouve que le plus nul des docteurs qui on peut le dire, le plus nul? Non, mais puisque c'était un concours, il y a eu des échecs. Donc, disons que ceux qui ont échoué, le dernier avait 15 de moyenne. Et non, 17 de moyenne. Et ceux qui ont été admis avec combien? Ah, ben, ça veut dire qu'ils ont complètement excellé. Non, en fait, vous dites que ceux qui ont échoué au concours, oui, ils avaient 17 selon les recherches que vous avez eu à faire, avec 17 de moyenne. À ce concours-là? À ce concours-là. Et ceux qui ont été admis? Ils avaient sûrement plus que 17. D'accord. En fait, le ministre s'interrogeait un peu sur la qualité de l'organisation de ce concours-là. Comment est-ce qu'on peut avoir les notes de 17? Donc, il s'interrogeait. Est-ce qu'il y avait d'autres critères dont vous n'aviez peut-être pas connaissance? Non, mais ça, c'est le ministère qui organise. Déjà, nous saluons les efforts du ministre parce qu'il y a des universités qui sont créées, il y a beaucoup d'actions. Donc, nous saluons déjà les efforts du ministre. Mais nous disons qu'il y a une promesse qui a été tenue, une promesse qui a été faite depuis 2023. Et cette promesse-là avait pour but de résoudre le stock de docteurs qui restaient après concours. Cela n'a pas été fait. Un autre concours est lancé. Et le professeur s'interroge encore sur comment on appelle l'organisation du concours au point où certains docteurs auraient 17. Ça, c'est des informations que nous avons reçues. 17 aux examens. Donc, cela montre que le contour de l'organisation, il s'interroge là-dessus. Mais nous disons aujourd'hui, on n'a pas besoin même qu'on passe par un concours. Pour un docteur qui est passé devant 5 professeurs titulaires, des grands hommes de science, et on sort avec des mentions très honorables. On va revenir encore passer des concours, réviser, étudier. Là où dans nos villages... Marius, comment est-ce que vous avez la parole? Il faut donner de la valeur au doctorat. Le docteur, c'est l'homme de science. Le docteur, c'est le savant de la société. Et il doit être à un niveau de stratégie où il propose à la société. Mais si on laisse tout ça... Donc, pour terminer, nous souhaitons
Là, nous venons vers le président de la République. Le ministre l'a fait. Monsieur le Président, nous voulons un décret à mesure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous voulons un recrutement exceptionnel de tous les docteurs qui sont en souffrance. Imaginez, 8 docteurs sont déjà décédés, sans pouvoir faire leur premier emploi. C'est grave, la situation est grave. Seul le président de la République, nous demandons de nous aider à sortir de cette situation. Et c'est bien entendu, on ne va même pas faire de commentaires là-dessus. On ne fera pas de commentaires. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le docteur Desailly Eliezer Ba, géographe. Géographe. Et vous étiez accompagné du docteur Kwame Konan Joël, nutritionniste. Et vous êtes porte-parole de la Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement, FECODAR. La Côte d'Ivoire a toujours su donner de la main à ceux, en tout cas de ses fils, qui étaient en souffrance. Et je sais qu'elle saura réagir à la hauteur de vos attentes. Nous prions pour ça. Merci. Nous prions pour ça. Merci. Et portez-nous voix. Portez-nous voix partout. Portez-nous voix. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Nous allons maintenant faire juste une petite pause et vous laisser en compagnie de Karel Dablé. On se retrouve tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Barry est toujours là. Marius Komoé Herman nous a rejoint en plateau. Monsieur Bamba Kadié-Mori, directeur général de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, accompagné de Axel Emmanuel Baou, plus connu sous le nom d'Axel le chocolatier. Exactement. Axel, je ne sais pas si avec votre chapeau on arrive à bien voir votre visage. Mais ça va. Merci d'être là. Merci. Avec vous, on parlera justement de la renaissance de l'artisanat ivoirien. L'artisanat est un segment important parce qu'engrangeant de nombreuses devises. Et si non organisé, évidemment, la Côte d'Ivoire ne pourra pas en bénéficier. Monsieur Bamba Kadié-Mori, vous êtes à la tête de la Chambre. Aujourd'hui, quelles sont les avancées que vous avez justement pu faire pour relancer la Chambre de l'artisanat en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. La Chambre des métiers, pardon, de Côte d'Ivoire. C'est d'abord vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Comme vous le dites bien, la Chambre nationale des métiers regorge énormément de potentialités, mais malheureusement mal exploitées. Et depuis notre arrivée à la tête de la Chambre, nous nous évertuons déjà à faire l'identification des artisans. Parce que nous avons des données, on nous parle de 4 millions, 5 millions d'artisans. En réalité, il y en a combien inscrits? Oui, mais c'est à ça que nous nous évertuons aujourd'hui, c'est de mener une étude vraiment réelle. Et là, l'identification a commencé. Nous avons commencé l'identification des artisans. Nous voulons avoir des données qui sont vérifiables afin que l'État même puisse mener des politiques sectorielles. Vous voyez que l'artisanat est très large, est très vaste, mais les besoins sont différents. Les besoins que nous avons au niveau des mécaniciens, ce n'est pas les mêmes besoins au niveau que les chocolatiers, des chocolatiers, par exemple, Axel qui est là, qui a ses problèmes à lui, qui a son problème à son secteur, je pense qu'il va l'exprimer tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la première tâche qui nous incombe, c'est de faire l'identification de l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que toutes les autres politiques pourront suivre. Mais en même temps, avant de donner la parole à mes amis sur le plateau, avant de travailler à cela, ou de façon concomitante, il nous revient que le siège, votre siège, qui n'était dans un état assez délabré, peut-être que la réalisation nous montrera les images, vous avez donc envoyé ces artisans-là à l'effet de refaire ce siège-là, qui cela représente un peu plus la corporation que vous représentez. Effectivement. Effectivement, nous l'avons fait parce que l'artisanat regorge énormément de potentialités. Et aujourd'hui, quand vous voyez le siège, les peintures, les travaux de maçonnerie, de menuiserie qui sont faits par des artisans locaux. C'était déjà un signal pour montrer que nous avons pris un nouvel envol et qu'il faut croire à l'artisanat. Herman? D'abord, je voudrais, parce que l'identification que vous annoncez aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a peut-être 15 ans en arrière, on parlait d'identification. Je ne sais pas si c'est un fichier de ces premières identifications-là, campagne d'identification, c'est des fichiers qui sont actualisés, ou bien la manière d'identifier les artisans par le passé n'était pas comme vous le souhaitez et vous avez engagé. Et qu'est-ce qui fait la spécificité de cette nouvelle identification? La deuxième chose, comment vous accueillez l'adoption par le gouvernement ivoirien lors de son conseil des ministres du 8 septembre 2024 du certificat de qualité et certificat de qualification au métier?
Ok. On en parlait la semaine dernière, je crois, ici, sur ce plateau. Oui. C'est une très bonne question. Je pense que je vais commencer par répondre à l'envers. Pour nous, aujourd'hui, l'adoption de ce décret montre à quel niveau l'État prend conscience de l'importance de l'artisanat, du secteur de l'artisanat. Adopter un décret, demander l'application de ce décret, c'est prendre conscience que nous avons un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Pour nous, c'est une satisfaction parce que l'État, anciennement, ne contrôlait pas l'ensemble du processus de formation, d'apprentissage de métiers. Ce n'était pas possible. On se limitait seulement aux formations dans les écoles privées, dans les écoles publiques, au niveau de l'enseignement professionnel. Mais l'État n'était jamais allé vers les artisans, vers les maîtres artisans, vers les entreprises artisanales. Mais avec le CQM aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait. Nous avons près de 600 000 apprentis qui sont concernés par ce certificat, qui est un diplôme d'État, qui est un diplôme de l'État qui est reconnu. Et ce diplôme-là vient en quelque sorte reconnaître et harmoniser l'ensemble des formations au niveau des entreprises, d'abord des apprentis, auprès des entreprises artisanales, auprès des maîtres artisans et auprès des artisans. Donc pour nous, c'est vraiment une avancée. Et la Chambre nationale de métiers salue le gouvernement, remercie le gouvernement. Il va rester maintenant à suivre. Il faut le suivi. Une chose est de prendre les textes, une autre chose c'est de les appliquer. Et aujourd'hui, la Chambre nationale de métiers se fera fort pour que vraiment ce décret-là soit appliqué dans l'intégralité. La première question. La seconde. La première question, puisque j'ai pris à l'envers, l'identification. Oui, la différence aujourd'hui, c'est que l'identification est digitalisée. Nous avons procédé anciennement, ce n'est pas que les bases de données anciennes ont été laissées tomber, non, mais aujourd'hui, l'identification est digitalisée parce que nous avons des artisans mobiles. Vous avez des cordonniers qui se promènent, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tout le monde peut se targuer d'être artisan. Mais dans la nomenclature, dans la nouvelle formule d'identification, il y a la géolocalisation. Dans la géolocalisation, parce que il y a le renouvellement des cartes. Parce qu'on ne devient pas artisan à vie. Vous avez le registre de métier, oui. Vous avez la carte, mais la carte est renouvelable chaque année. Et il faut localiser l'artisan. Donc, quand on fait l'identification, si c'est M. Herman Abois qui est artisan menuisier à Tabou ou à Grabo, il faut savoir où est-ce qu'il exerce effectivement. Et là, c'est l'innovation dans la nouvelle identification qui est faite, qui vient vraiment consolider notre base de données. Et vous avez les équipes justement pour tourner sur le territoire? On a pratiquement près de 2000 à 3000 jeunes qui vont sillonner l'ensemble du territoire national pour faire cette identification avec des tablettes sur une plateforme de la Chambre nationale de métiers. Et les paiements se font aussi en ligne. Il ne faut pas prendre de l'argent parce que tout ça... L'inscription à la Chambre. À la Chambre, oui. Voilà. L'inscription à la Chambre, tout est digitalisé, les paiements se font en ligne. Et c'est à combien? À hauteur de combien? La carte d'artisan revient à 5 000 francs CFA et le registre de métier à 10 000, ce qui fait 15 000 francs pour les entreprises individuelles et 25 000 francs pour les entreprises artisanales qui bénéficient des registres de métier. Très bien. Marius Komoué, question? Alors, sincèrement, c'est alléchant de voir de telles initiatives parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore le nombre réel et vérifiable, comme vous l'avez dit, d'artisans que compte ce pays. Cela dit, la nécessité aujourd'hui pour vous, en tant que Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, pour impulser un véritable développement de votre corporation dans tous les secteurs. Quel apport de l'État dans cette vision que vous avez? Très bien. C'est une très belle question. Pour nous, aujourd'hui, ce que nous attendons de l'État, c'est de renforcer les capacités de nos artisans. En faisant quoi? La formation. Rien que la formation, c'est ce que nous demandons. Parce que je vous donne un exemple tout à fait simple. Vous voyez le nombre de véhicules à Abidjan. Les véhicules sont réparés par des mécaniciens. Mais aujourd'hui, nos mécaniciens ne sont pas aux normes. La plupart des mécaniciens ne peuvent pas vous diagnostiquer un véhicule, ne peuvent pas lire les scanners,
Et aujourd'hui, pour nous, c'est de renforcer cette capacité-là en prenant des concessionnaires pour former nos mécaniciens à l'utilisation des scanners. Là, ce n'est qu'au niveau de la mécanique que je suis en train de vous le dire. La plupart de nos véhicules vont chez nos frères libanais pour diagnostiquer à 300 000, à 250 000, ce qui pourrait rester vraiment une manne financière au niveau de l'artisan. Donc, vraiment, il faut le renforcement de capacité, il faut former nos artisans. Très bien. Axel, vous êtes artisan, chocolatier. Vous avez déjà, je n'allais pas dire défilé, mais présenté vos produits Made in Côte d'Ivoire sur plusieurs plateformes. On se rappelle de Dubai Expo 2020, qui a eu lieu 21, c'est 2020 ou 21? C'est 2021, mais on l'a fait, voilà. Expo 2020, à cause du Covid, ça a eu lieu en 2021. Alors, les chocolats ont été très appréciés par tous les participants. Surtout, on va présenter un peu ce que vous avez, l'emballage. Avec la toile de jute, la toile de Korogo, le pagne baoulé, et le pagne de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bon, on a décidé de brander nos tablettes comme ça, dans ces pagnes-là, pour donner une identité particulière ivoirienne. Et puis le chocolat noir avec la toile de jute, la toile de Korogo à l'intérieur, c'est des noix de cajou du nord de la Côte d'Ivoire. Un peu ce genre de choses-là qu'on essaie de mettre en lumière. Alors vous, qu'est-ce qui vous a motivé justement à rentrer dans ce corps de métier? Et puis, in fine, est-ce que un artisan ivoirien chocolatier vit-il justement de son art? Oui, bon, avant d'être chocolatier, j'étais banquier. J'ai fait droit public, sciences politiques à l'université. Et en 2000, j'ai démissionné carrément pour embrasser la carrière de chocolatier. Voilà. Par la suite, j'ai été champion de Côte d'Ivoire, j'ai été vice-champion d'Afrique chocolat-pâtisserie. J'ai remporté énormément de lauriers à l'international. Donc professionnel déjà de base. Voilà. Et vous avez mis cet outil-là, enfin voilà, vos outils justement, au service de ce que vous faites en ce moment. Voilà, au service du cacao de Côte d'Ivoire, pour essayer de le valoriser. Et puis, vraiment, comme vous l'avez dit, hein, l'artisanat engrange énormément de devises. Vraiment, on peut parler même du cacao, mais par exemple, le textile, c'est 35% du PIB. C'est vraiment, donc c'est plus que le cacao. C'est clair. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à faire avec l'artisanat. Et puis, donc, moi, je suis bien ravi d'être à la Chambre des métiers pour cette nouvelle dynamique-là, parce que c'est l'une des rares fois où le président est un vrai artisan. Lui-même. Qui sort, qui a été menuisier du bas de l'échelle. Vous parlez du directeur général? Oui, le directeur général. Et aujourd'hui, qui est à la tête de la Chambre des métiers et qui nous encourage vraiment à faire cette identification-là pour valoriser l'artisanat au mieux. Paris? Justement, de façon concrète, quel a été l'apport de la Chambre des métiers dans la progression de votre initiative? Alors déjà, il faudrait l'identification, c'est quand même c'est bien spécial. Hein. Vous avez vu dans le cadre des planteurs de Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao a identifié les planteurs et cette année, vous avez vu qu'ils ont pu donner la possibilité d'une assurance maladie à hauteur d'1 milliard. Donc si on ne sait pas combien vous êtes... On ne peut pas évidemment faire de la politique, ça c'est clair. Donc moi je suis vraiment très très poussé sur ça, l'identification. Et puis avec aussi mon ancien métier d'ex-banquier, moi je pense qu'il faudrait une banque des artisans. Franchement, une banque des artisans, parce que moi je ne crois qu'en l'initiative privée. Franchement, l'initiative privée, comment aujourd'hui on peut faire en sorte de pouvoir financer nos bons de commande de par nous-mêmes. Vous imaginez 5 millions d'artisans, s'ils sont identifiés et que même, je ne sais pas, même si la moitié a pu avoir 15 000 francs pour payer sa carte, mais immédiatement, ça peut nous faire créer notre propre banque et puis valoriser nos intérêts. Parce qu'en l'état actuel des choses, les banques actuelles ne financent pas vraiment, ne croient pas. Enfin, vous êtes banquier, là c'est le banquier que j'interromps. Vous êtes un ex-banquier, pardon. Vous êtes froid devant cette réalité-là. Oui, c'est tout triste, franchement, de concevoir ça. Mais c'est l'écosystème entrepreneurial qui devrait être boosté, et ça c'est le côté maintenant politique. C'est clair. Sinon, effectivement, il y a des choses à faire. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans leur giron ou dans leur... Voilà, ce qu'ils ont déjà tracé, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Donc, il faut avoir une garantie de 120% avant d'avoir un prêt. Pourtant, nous, on a des bons de commande de milliards qui sont là aujourd'hui, qui restent à être financés pour valoriser la chaîne de cacaoculteurs, de planteurs et tout ça. Donc, bon, vraiment, nous, on veut prendre notre destin en main parce que, je répète, je crois qu'en l'initiative privée.
Directeur général, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez justement, lorsqu'Axel, ils ont des bons de commande, 2 milliards et tout, c'est vraiment peut-être à votre corps défendant que vous voyez les marchés partir, mais quelle est votre initiative pour aider à réguler la question? Oui, déjà qu'il est banquier, mais nous sommes ex-banquier. Oui. Oh, mais il peut toujours retourner à la banque. Il peut toujours retourner à la banque. Pour gérer la banque des artisans, pourquoi pas? Voilà, peut-être quand les artisans auront leur banque, on peut toujours lui faire appel. Bien sûr. Par exemple. Donc, c'est pour vous dire que lui et moi, nous échangeons régulièrement. Et ce problème-là revient chaque fois. Vous voyez, les banques ont des formules classiques. Des canevas. Voilà, des canevas. Et généralement, nos artisans ne rentrent pas dans ces canevas. Et comme je le dis, c'est un appel à travers cette tribune-là que je lance à l'État, parce que nous sommes à la croisée des chemins. C'est ça. Il y a l'élargissement, il y a énormément de défis au niveau de l'État. Nous avons une économie qui est encore fragile. Il y a l'élargissement de l'assiette fiscale, de l'assiette sociale, de la CNP. Tout ce qu'on a, et l'État même est coincé aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut recouvrer toutes ces ressources-là? Et nous pensons aujourd'hui que c'est par la bancarisation que ça peut passer. Puisqu'aujourd'hui, vous voyez la CNAM, l'État ne peut pas faire la ponction sur les artisans. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui a une gare qui est dans les rues, vous êtes identifié à l'assurance, vous n'avez pas payé. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, pour nous, c'est d'aider les artisans à les bancariser au maximum. Et là, Axel est d'accord avec moi. On a beaucoup de bons de commande aujourd'hui qui dorment dans les placards. Où souvent, certains artisans ont recours à des prêts à usure, ce qui n'est pas normal. Et ça, je vous le dis avec des preuves à l'appui. À longueur de journée, nous sommes sollicités. Nous avons eu des artisans dans le domaine de l'agriculture, ceux qui font l'agro-transformation, qui sont sollicités par Carrefour, par Place, par Cap Nord. Mais ils n'arrivent pas à financer justement le projet. Ils n'arrivent pas à financer. Et ça fait partie d'une de nos équations aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons à tous les artisans d'adhérer à notre projet d'identification. Dans tous les cas, c'est une obligation au regard des textes qui régissent notre corporation. Et à partir de ce moment, nous pourrons faire des doléances auprès de l'État, auprès des bailleurs, des plaidoyers pour qu'on puisse accompagner nos artisans. Erwan? J'ai une question pour Atsel. Parce qu'aujourd'hui, quand même, Atsel, être artisan, c'est vrai que vous avez des idées pour aider la Chambre nationale des métiers. C'est pourquoi je voudrais venir. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune entrepreneur individuel qui est parti, on a vu, qui est parti de la banque, qui n'est pas l'artisan de basse échelle qui commence, à revenir à la Chambre nationale des métiers, qui pourrait encourager les autres qui ont votre profil à intégrer la Chambre nationale des métiers pour, effectivement, pour que toutes ces idées, effectivement, qui pourraient aider les artisans puissent être en marche. Oui, moi je suis, c'est-à-dire que je crois aussi, comme j'ai dit là, à l'initiative privée, mais aussi je pense qu'on peut faire des choses quand on est rassemblés. Ensemble. Vraiment, ensemble, on peut faire déplacer des montagnes. Et le plus important, c'est vraiment de voir que M. Bamba, qui est vraiment à la tête, est un vrai artisan. Donc, il connaît véritablement les réalités. Et pour vous, c'est important que la personne qui gère soit de la corporation? Vraiment, qu'il soit de la corporation. Il peut comprendre mieux les intérêts et les enjeux de la filière. Donc ça a été vraiment fondamental pour moi. Et puis, encourager tous les autres à se mettre ensemble parce qu'on pourra nous-mêmes prendre soin de nos problèmes si vraiment on se met ensemble. Donc ça, c'est pour ça que moi j'ai décidé de ne pas faire chemin seul parce qu'on ne pourra vraiment pas y arriver. Avec la loi du nombre, avec des bonnes intentions, on peut vraiment faire quelque chose et changer la donne. Un instant, Marius. Comment est-ce que la Chambre, justement, vous a aidé, Axel, à financer ces chocolats, l'emballage et tout ce que vous faites? Bon. Est-ce que vous... Voilà. Non, la Chambre nous a pas aidé. La Chambre nous a pas aidé à vous avez vos propres process, ex-banquiers, vos contacts et tout? Voilà, nos propres process. On a commencé quand même tout doucement, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai démissionné de la banque. Un peu plus de il faut une forte passion pour rentrer, pour laisser... Oui, quand même. Et puis, petit à petit, on a essayé de glaner un peu des lauriers, ça et là. Et puis, on a poursuivi comme ça. Mais avec la Chambre des artisans, je pense que
on pourrait encore faire mieux. Et je pense que si on est ensemble, il y a quelque chose de spécial qui peut se passer. C'est très bien. C'est pour ça que moi, je suis vraiment bien motivé pour ça. Marius Komoué? Non, mais j'ai écouté Axel avec beaucoup d'intérêt parce que j'avoue qu'au regard du système de production au niveau national, l'État de Côte d'Ivoire, se désengageant du système de production, n'a pas mis en place des mécanismes permettant aux compétences locales de pouvoir naturellement assurer la relève. Et donc l'initiative telle que portée par la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, soutenue par des entrepreneurs comme Axel et autres. Il y a une structure sous tutelle quand même. Hein? Bien entendu, oui. Bien entendu. C'est l'État. De l'État. La Chambre des métiers, c'est le ministère du Commerce, tout à fait, de l'Industrie et des PME. Et je pense que le ministre Diarra-Souba est très instruit de ces questions. Tout à fait. Il s'y penche énormément. Bon, pour le fait que nous échangeons régulièrement avec lui sur ces questions. Mais j'avoue qu'au niveau local, vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous avons les compétences. Nous avons des jeunes Ivoiriens bien formés. Parce que nous écoutons souvent certains entrepreneurs, et non des moindres, au plan international, qui s'installent en Côte d'Ivoire et qui reconnaissent que nous avons une jeunesse bien formée. Le seul et le problème, c'est justement la question de la bancarisation, la question du financement de leurs projets. On va arriver à la question, Marius? Oui, bien sûr. J'en venais maintenant. Et donc, je suppose qu'à la matière, vous avez travaillé sur, naturellement, des propositions que vous allez peut-être certainement soumettre à l'État. Oui, c'est ça. Moi, à mon niveau, j'ai vraiment des propositions que je vais soumettre à monsieur le directeur général et puis aussi à l'État. Mais, comme je dis, franchement, moi, je crois à l'initiative privée. Oui, ça, bien sûr. Voilà, on est totalement d'accord avec sur l'État, sinon vous serez beaucoup déçus. De par mon expérience, j'ai vu, j'ai dit toujours que... Qu'est-ce qui vous a déçu? Qu'est-ce qui vous a déçu, justement, dans votre expérience? La lenteur administrative. L'État ne peut pas tout faire. Oui, ça, c'est voilà, ce qu'on dit. L'État ne peut pas tout faire. Je dis souvent que attendre de l'État, c'est comme si vous allez attendre un bateau à l'aéroport. Le bateau ne viendra pas à l'aéroport. L'État ne peut pas tout faire, Axel. L'État ne peut pas tout faire. Non, absolument. Moi, c'est ce que je dis. L'État peut t'orienter où se trouve mettre le dispositif. Où se trouve le port, mettre les belles signalétiques pour que tu puisses se retrouver. Donc, c'est vraiment créer l'environnement. Parce que si vous attendez l'État, non. Par derrière, maintenant, l'initiative de pouvoir faire le recensement, l'identification, c'est ça qui est la bouée de sauvetage en réalité. Moi, je pense bien, oui, déjà. Pour pouvoir mesurer l'ampleur, pour pouvoir mesurer les besoins de ces 1 million, ces 2 millions, des 5 millions de personnes. Et puis, par la suite, là, les choses vont peut-être se décanter. Alors, Barrick? Quand on sait que la Côte d'Ivoire, c'est une population relativement jeune, au niveau de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, président, quelle est votre vision pour les jeunes artisans? Parce qu'il y a les artisans expérimentés comme Axel, mais il y a aussi peut-être des jeunes Ivoiriens qui ont des idées, qui ont des idées innovantes, mais qui ne savent pas c'est quoi la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Comment la Chambre des métiers peut aller vers ces jeunes-là pour essayer de les amener à adhérer au projet? Ok, très belle question. Il faut déjà dire que nous avons commencé à faire de la sensibilisation. Exactement, tout à fait. Nous avons commencé à faire de la sensibilisation dans la presse, à travers même les agents d'identification qui vont expliquer. Et ça marche? Les gens viennent? Oui, ça marche énormément. Nous avons des avis de conformité que nous avons partagés. Il y a beaucoup de brochures qui sont en train d'être partagées. Mais ce que je dis à tous nos jeunes Ivoiriens, diplômés ou pas, la question c'est toujours qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. C'est cela, la bonne question en réalité. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Parce qu'il ne faut pas tout attendre. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays soit vraiment une référence, un modèle dans le concert des nations? On peut aller à l'école, c'est de savoir lire, de savoir écrire, mais ce n'est pas forcément de travailler dans un bureau. Ah non, du tout. Je peux même construire mon propre bureau et puis être assis là-dedans. C'est ça. Mais ce n'est pas, quand on regarde souvent nos jeunes frères, c'est vrai que l'État, on attend tout de l'État, les concours, les fils sont très longs. Souvent, pour 50 places, il y a 2000 inscrits. Mais je les invite à venir à l'artisanat. Alors qu'ils ont un talent, en réalité. Ils ont tous des talents. Je les invite à venir à l'artisanat. Voilà le risque que Axel a pris. D'abandonner la banque et son confort. Voilà, son confort.
et puis venir dans la poussière, aller dans les champs de cacao, tout ça. Et chaque fois, nous échangeons là-dessus. Je suis vraiment fier de lui. Oui, et il y a beaucoup d'exemples comme Axel. Voilà. Et ça, je le dis aujourd'hui, c'est aussi la solution pour ne pas avoir des aventures ambiguës, des aventures risquées. Oui, comment est-ce que je le disais tout à l'heure, l'immigration clandestine. Ah oui. Beaucoup de nos jeunes frères prennent le risque d'aller sur l'eau, dans des embarcations où il y a, souvent c'est prévu pour 100 personnes, on charge 900 parce que c'est l'argent qu'on veut. Donc c'est pour dire aujourd'hui que nous sensibilisons au maximum. Nous demandons à l'État aussi, c'est vrai, la Chambre c'est une chambre consulaire qui a été créée par décret, mais l'État en tout cas, nous demandons de nous assister davantage pour redonner espoir à tous ceux qui ont perdu espoir, pour leur dire que l'artisanat, c'est le talent. Mais en tout cas, quand on a Axel qui fait un plaidoyer aussi intéressant, quand on a vous-même votre exemple, vous avez commencé menuisier. Aujourd'hui, vous avez un parcours. Donc, je pense que chacun a un talent dans ses doigts. C'est ça. Et être un Ivoirien qui est l'un des rares Ivoiriens à être présent en zone industrielle de Koumassi. Et ça se compte sur le bout des doigts. Oui, avec une usine. Avec une usine, absolument. Oui, mais ça, je rends hommage au président de la Chambre, Bamba Kassoum, qui a su détecter ce talent, parce que lui-même, il est tisserand. Et après avoir essayé tous les énarques à la tête de la Chambre nationale de métier, a fini par choisir un artisan pour dire faisons cette expérience. Et moi, aujourd'hui, on a beau tout faire, les bonnes graines ne j'aime que sur de bonnes terres. Il faut avoir tout ce talent. Il fallait que des gens nous fassent confiance. On dit qu'essayer cet artisan et que tout va aller. Et je pense que j'ai foi en tout cas que nous allons atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, les tables-bancs du lycée Sainte-Marie et tout, c'est vraiment un menuisier. Ivoirien. Voilà, ça fait plaisir. À la personne du DG. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, les énarques ont leur place aussi en Côte d'Ivoire. Laissez-moi terminer. Merci DG d'être venu. Merci beaucoup, Monsieur Bamba Kadié Mori, directeur général de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Bravo. Félicitations et bonne continuation. Et Axel Emmanuel Gbaou, chocolatier international ivoirien. On est très, très fiers, Axel. Bientôt DG de la Banque des artisans. Bientôt, voilà. Alors, Axel fait ces choses merveilleuses, ce chocolat. Voilà, si vous voulez offrir cela à votre amour, à votre... voilà. Je viens d'être nommé porte-parole du Salon du chocolat de Montréal. Oh my goodness! That's so beautiful! Magnifique, bravo Axel, bravo. Il faut faire la couverture. Justement, d'où la thématique, la renaissance de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Les amis, nous allons terminer. Barry, Christelle, je voulais juste 10 secondes. Rapidement. En fait, je voulais... Hello, Herman. Je voulais apporter mon soutien à 2 activistes de la société civile en Guinée. Rapidement. Mamadou Biloba et Fonike Mangué, qui sont portés disparus depuis le mois de juillet. J'en appelle les autorités de transition à tout faire pour que ces messieurs-là retrouvent leur famille. Merci Barry, merci. On se retrouve donc lundi. Portez-vous bien et excellent week-end à vous. Que Dieu nous garde. Merci bien. Merci beaucoup.